Et donc, pendant un temps, les autorités ont appuyé des études exploratoires, mais je dirais que l'impulsion fondamentale sur la question des violences est venue du niveau international et surtout des Nations Unies. On a tout entendu parler, je parle des femmes ici, de la conférence de Pékin, les hommes aussi, mais je dirais ça a quand même été un moment crucial, une conférence internationale sur la question des femmes. Et donc un des engagements qui a été pris à Pékin, dans cette plateforme de Pékin, est la lutte contre la violence à l'égard des femmes, entre autres mesures. Et donc la Belgique a souscrit des engagements fermes pour lutter contre les violences au niveau national, comme d'autres pays. Et cet engagement prend la forme notamment d'un plan d'action national contre les violences. Alors, pour vous donner une idée, ce premier plan d'action national contre les violences date de 2001, donc c'est très récent. C'est tout à fait récent. La loi, enfin, les premières mesures contre les violences au niveau pénal, les vraies mesures, datent des années 98, je crois, je parle de mémoire. Donc, tout ça a été très lent à émerger. Je vous dis, c'était vraiment sortir la question des violences du privé pour l'amener. Parce que les autorités se sont rendues compte aussi que les violences ont un prix. Ont un prix. Ont un prix en termes de santé publique, ont un prix en termes d'absentéisme au travail, ont enfin, je veux dire, de déstructuration des familles, etc. Donc, pour prendre des arguments, je dirais, plus socio-économiques, tout cela a un prix aussi, avec des impacts importants. Et donc, à un moment donné, bien, les autorités ont pris cette problématique à bras le corps. Et donc, je vous disais, ce premier plan d'action nationale était une première tentative de travailler sur ces questions. On en est aujourd'hui au quatrième. Et donc c'est un travail qui évolue, un travail difficile. Difficile parce que, voilà, je veux dire, comme on disait, la question du genre évolue, mais la question aussi de la violence peut sembler dans un premier temps régresser pour revenir de manière plus visible dans une situation justement socio-économique très fragile. Et donc il y a toute une série de facteurs qui peuvent contribuer à ce que la violence se renforce. Une des choses importantes à souligner, c'est qu'on a inclus une définition au niveau fédéral. De nouveau, c'est important de savoir dans quel contexte va se situer l'action. Et donc, je vous la lis. Elle est assez longue, mais je vous la lis parce qu'elle est extrêmement complète. Les violences dans les relations intimes sont un ensemble de comportements, d'actes, d'attitudes de l'un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler et dominer l'autre. Elles comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter, portant atteinte à l'intégrité de l'autre et même à son intégration socio-professionnelle. Ces violences affectent non seulement la victime, mais également les autres membres de la famille, parmi lesquels les enfants. Elles constituent une forme de violence intrafamiliale. Il apparaît que dans la grande majorité, les auteurs de ces violences sont des hommes et les victimes des femmes. Les violences dans les relations intimes sont la manifestation, dans la sphère privée, des relations de pouvoir inégales entre les femmes et les hommes encore à l'œuvre dans notre société. Et on peut voir toute l'influence des organisations de femmes dans la rédaction de cette définition. Donc voilà la définition qui est utilisée au niveau fédéral par les différentes entités pour lutter contre ces violences. Alors, si je vous parle de ce plan d'action national, c'est parce qu'on parle un séminaire sur les violences et qu'il est important parce que je me rends compte que beaucoup de gens ne connaissent pas encore cet outil de travail et donc on devrait tous le connaître. Toutes et toutes qui travaillons dans ce cadre-là parce qu'il y a des engagements qui sont faits ou en tout cas on pousse. Alors pour moi, je ne vais parler que
d'un volet, mais c'est vraiment un outil de travail et c'est là où on peut mesurer les avancées ou non que l'on fait, parce que c'est aussi à travers cet outil de travail qu'on va débloquer ou non des ressources. Ce que je voulais vous dire, c'est que lors de ce troisième plan d'action national, il y a eu une prise en compte aussi des femmes et des femmes migrantes, en reconnaissant que des femmes migrantes, si toutes les femmes sont victimes de violences, les femmes migrantes, elles, peuvent rencontrer une série d'obstacles supplémentaires pour se faire reconnaître dans leur violence et se faire protéger, parce qu'il y a souvent méconnaissance de la langue, méconnaissance des réseaux sociaux, des endroits où il faut aller, etc. Et donc, il y a eu un travail particulier sur ces publics et surtout comme sur des nouvelles formes de violence. Et donc, en 2008, dans le plan d'action national 2008-2009, on a introduit pour la première fois 3 nouvelles formes de violence. Les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les violences liées à l'honneur. Alors je ne parle pas de crime d'honneur, je parle de violence liée à l'honneur, qui est un concept plus large. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la collecte de données en matière de mariage forcé. Si la collecte de données en matière de violence est déjà un cauchemar, imaginez ce que ça peut donner en matière de mariage forcé. On n'a pas à ce jour d'outils spécifiques, si ce n'est au niveau de la police. Il y a maintenant la possibilité d'enregistrer les mariages forcés comme tels, ce qui est une avancée, mais je veux dire, on est encore loin d'avoir une image précise du phénomène. Ceci dit, par exemple, et je vous invite à ceux qui sont intéressés par la question, télécharger 2 études sur l'Institut Égalité Hommes-Femmes, sur le site de l'Institut Égalité Hommes-Femmes, qui ont fait 2 grandes études sur les choix de partenaires par les jeunes filles et par les jeunes garçons, et qui donnent une idée assez intéressante de la problématique. Donc vous allez sur le site domaine d'action, vous cliquez violence, vous allez à mariage forcé et vous avez toutes ces études qui sont disponibles. Alors, par exemple, nous, on a bénéficié de ce plan d'action national notamment par le biais de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui, eux, ont financé la campagne Mon mariage m'appartient, et donc pour favoriser la sensibilisation auprès des publics jeunes. Donc ça, c'est un résultat direct de l'incorporation des mariages forcés dans le plan d'action national. Par exemple, on a aussi, le réseau mariage et migration, le soutien au réseau mariage et migration est inscrit dans ce plan d'action national, et donc c'est grâce à cela que l'on est financé pour certaines actions et que l'on peut continuer à travailler. Donc, il est à craindre, malheureusement, qu'étant donné le contexte économique actuel, les moyens seront peut-être plus limités. Mais bon, nous devons continuer à travailler à ce que ce plan continue à être mis en œuvre sur le terrain, à participer aux évaluations, parce que on met beaucoup de choses en œuvre. Je crois que ce qui manque cruellement, c'est quand même les outils d'évaluation pertinents. C'est vrai qu'en matière de violence, on peut dire qu'une des grandes avancées, c'est que cette question est sortie de la clandestinité, n'est plus tabou, on en parle. Elle est entrée elle est rentrée dans les foyers, je dirais, on est au courant. On peut aider les victimes potentielles, on peut informer, mais je ne parle pas que des associations spécialisées, je parle des hommes et des femmes qui peuvent être confrontés à ce type de situation. Je veux dire, on est beaucoup plus outillés pour faire face, même s'il y a encore énormément de choses à faire. Avec ces nouvelles formes de violence, tout reste encore à faire. Tout reste encore à faire en matière de sensibilisation, en matière d'information, en matière de connaissances. Mais bon, voilà, au moins on est reconnu, et c'est important. C'est important que les victimes soient reconnues aussi, et il faudra continuer à travailler. Moi, j'insiste très fort pour que la question des mariages forcés, d'ailleurs, c'est pour cela aussi qu'on est dans cette conférence, c'est l'inscrire dans le cadre des violences familiales et intrafamiliales. Les outils que l'on utilise dans la question des violences doivent être utilisés aussi dans les cas de mariage forcé, à savoir
effectivement, il va falloir encourager la victime et accompagner la victime. Les témoignages d'une assistante sociale, d'un psychologue, des certificats médicaux. Il faudra peut-être accompagner la victime chez le médecin pour que le certificat médical soit correctement rédigé. Mais ni plus ni moins, je dirais, que d'autres victimes de violences. C'est exactement les mêmes mesures qu'il faut prendre. Ici, la difficulté est souvent que ce sujet est souvent tabou. La difficulté ici, s'il est difficile pour une épouse de porter plainte contre son époux pour coups et blessures, pour une jeune fille ou un jeune garçon, porter plainte contre sa famille est tout aussi difficile, si pas plus difficile, parce qu'on parle souvent de jeunes qui ne sont pas encore construits, qui ne sont pas encore... Ben voilà. Donc, je veux dire, ce sont les mêmes difficultés qu'on leur rencontre, peut-être un peu plus accentuées, je dirais. Quand on parle de mariage arrangé, on parle d'une question qui divise souvent les publics et même les intervenants sociaux, selon les sensibilités et selon la frontière que l'on met par exemple entre mariage arrangé et mariage forcé. Je vous lis d'abord certaines définitions qui sont données par différents sociologues et chercheurs. Alors, c'est un mariage à l'initiative et sous la responsabilité des parents. C'est un mariage où l'on retrouve des négociations et conciliations entre parents et enfants, famille et belle-famille. Les fiancés sont associés à la noce et le choix final leur revient. Alors, le choix de se marier ou non peut être exercé à n'importe quel moment par les futurs époux. Pour d'autres, le jeune n'a pas le pouvoir de prendre lui-même l'initiative de proposer un candidat. Alors, finalement, le mariage a été accepté, mais dans des circonstances où la volonté individuelle a pu être fortement influencée, voire contrainte, que ce soit par le conjoint, la famille ou par le poids des normes sociales en général. En d'autres termes, le consentement a pu être altéré. Alors souvent, quand on parle de mariage arrangé, on parle de mariage où l'initiative de se marier n'est pas prise directement par les futurs époux, mais elle est prise par des intermédiaires. Que ce soit la famille, que ce soit une marieuse, comme dans certaines traditions. Donc, quelqu'un d'autre propose un candidat au mariage. Alors, généralement, on dit qu'on ne peut pas les confondre, pour certains, on ne peut pas les confondre avec le mariage forcé, parce que même si l'initiative n'est pas prise par les futurs époux, ils peuvent toujours dire non. On revient à nouveau avec cette question de consentement. Dans tout le type de mariage, la difficulté sera de savoir si effectivement on consent et ce à quoi on consent. Alors, ce qu'on rencontre souvent, effectivement, on reçoit des jeunes qui au départ ne s'opposaient pas au candidat choisi, qui est un candidat qu'on connaît pas, mais souvent on le connaît. Donc ça peut être un cousin, ça peut être quelqu'un qui est resté au pays, ça peut être l'ami d'une amie, etc., etc. Et donc, si souvent on ne s'oppose pas, il arrive que ce qui était au départ accepté ou toléré est refusé en bout de course. Et c'est là que souvent les choses se gâtent. Souvent on reçoit des jeunes qui disent « Ok, moi j'ai laissé faire, je ne savais pas trop dans quoi on s'embarquait. » Puis quand le jour du mariage arrive, ou même quand les noces ont été célébrées, on revient « Mais je ne voulais pas de ça. » Parce qu'effectivement, le mariage, ça implique toute une série de choses. Ça implique de vivre ensemble. Pour beaucoup de jeunes, ça implique des relations sexuelles. Et on oublie souvent cet aspect-là de se dire, se marier, c'est une série d'obligations et de... Enfin, voilà. Et donc, finalement, ces jeunes se disent, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça. Et donc, souvent, ça crée beaucoup de problèmes et d'incompréhension dans les familles, parce que les familles se sont embarqués dans l'organisation d'un mariage, se sont souvent engagés financièrement aussi, se sont engagés moralement vis-à-vis de famille, puis finalement il faut changer les plans, etc. Donc voilà, moi je suis de l'avis aussi de dire qu'effectivement, il faut toujours beaucoup parler avec la personne pour voir exactement quelles sont ses motivations. Parce que ce qui, effectivement, semble accepté au départ ne peut pas, peut beaucoup changer. Et donc, il y a une étude en cours pour le moment sur la question des mariages forcés à Bruxelles.
et notamment sur cette question, ils voulaient définir les mariages arrangés. Et suite à un focus group, un groupe de travail avec une série d'intervenants, ils ont décidé de ne pas donner de définition de cette histoire de mariage arrangé. Parce que de nouveau, les définitions, ça enferme. Alors finalement, ce que les différents travailleurs de terrain disaient, c'est quand même à la victime elle-même de se positionner. Moi, je suis de l'avis que c'est à la victime elle-même de se positionner. Alors, quelquefois, la victime aura des difficultés à se positionner. C'est le travail des intervenants de terrain de l'aider à mettre à plat ses questionnements, ses préoccupations et de voir avec elle où elle se situe. Alors, quelquefois, ça demandera l'aide d'une psychologue, d'autres fois, voilà, d'un médiateur scolaire, d'une assistante sociale, une juriste, etc. Je veux dire, mais laissons en tout cas, je suis d'avis qu'il faut laisser aux victimes le choix, ou en tout cas aux victimes potentielles, de décider d'abord où elles se situent dans cette palette de mariage. On parle aussi de plus en plus de mariage thérapeutique. Alors, le mariage thérapeutique est un mariage qui est destiné à sauver un jeune qui est tombé dans la criminalité ou la drogue ou qui a des problèmes psychiatriques. Et je dirais aussi, souvent, ce sont des mariages qui sont souvent imposés à des personnes qui se déclarent homosexuelles. Donc dans un certain nombre de familles, qu'est-ce que l'on voit? Et on a reçu des jeunes femmes dans ces situations-là. Je me rappelle une jeune femme qui est arrivée, qui s'est mariée avec son conjoint. Elle l'avait connu au Maroc. Elle-même étant maman célibataire, pour elle, ce mariage représentait une aubaine. Et donc, de venir en Belgique, parce que être maman célibataire au Maroc était très difficile pour elle. Et donc, elle a accepté ce mariage, elle est venue. Elle s'est rendue compte en venant ici que le monsieur avait des problèmes de dépendance à la drogue très, très importants et qu'il avait fait de la prison dû à ces problèmes de drogue. Et il avait de gros problèmes psychiatriques. Et donc, c'était une de ces femmes qui, s'il quittait le conjoint avant les 3 ans, risquait l'expulsion. Enfin bon, c'est un cas qu'on a dû gérer. Mais donc, elle n'était pas du tout au courant des problèmes de son conjoint. Et donc, c'est vrai que ça arrive de plus en plus. Alors, il n'y a pas de souci, je veux dire, il n'y a pas de souci de ce type de mariage quand les deux conjoints sont au courant, enfin, en tout cas, celui qui va se marier est au courant et l'accepte. On n'a pas à intervenir, mais quand il y a tromperie, on pourrait assimiler ce type de mariage à un mariage, quelque part à un mariage forcé, parce que quelque part, on a forcé la main de cette personne et ce consentement est vicié. Elle n'aurait jamais consenti à se marier, ou jamais, ou en tout cas, elle n'aurait peut-être pas consenti à se marier si elle avait connu la situation de la personne. Dans un certain nombre de cas, les mariages forcés sont liés à d'autres violences. C'est notamment le cas dans toute série de personnes qui viennent de différents pays d'Afrique subsaharienne. Et on voit d'ailleurs dans les demandes d'asile au CGRA, il y a une élévation du nombre de demandes d'asile pour motif de mariage forcé. Et souvent, c'est lié aussi à la situation des mutilations génitales. De nouveau, je crois que tout cela, la liberté de consentement est liée aussi évidemment à la question de la liberté de choix. Quand on n'a pas de liberté de choix, est-ce que l'on peut consentir librement? Et donc ça nous renvoie aussi, ça nous renvoie à cette question d'égalité, ça nous renvoie à cette question de domination, d'éducation aussi, de prévention, de sensibilisation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de chiffres concernant encore les mariages forcés. De ce qui ressort, il semblerait qu'il n'y ait pas, en tout cas, si on doit analyser les données des commissariats de police ou des parquets, les chiffres sont très bas. Ce qui ressort aussi des associations, c'est que, on n'a pas dans notre association, au maximum, on a une dizaine de cas par an. Maximum. Et c'est pratiquement la moyenne pour beaucoup d'organisations. Alors, il faut toujours manier avec beaucoup d'attention ces questions des chiffres. Alors, on peut les interpréter comme on veut.
Alors dire que le phénomène n'existe pas, moi je ne dirais pas cela puisqu'on en a. Il y a sûrement un chiffre noir, un chiffre invisible, comme toutes ces questions qui se passent dans la sphère privée, avec toutes les contraintes que l'on a vues, familiales et autres. Donc, cette question de chiffre ne me préoccupe pas plus que ça non plus. Je veux dire, c'est la même chose qu'en matière de mutilation génitale. Je veux dire, tout cas de mutilation, ce sera un cas de trop. Tout cas de mariage forcé est un cas de trop aussi. Mais voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ils existent. En tout cas, certaines études indiquent que il y a une étude de la communauté française et d'autres auprès de jeunes. Tous en connaissent. Alors, qu'on vienne en parler ou qu'on vienne, c'est autre chose. Mais qu'en tout cas, la question des mariages, chaque fois, et on aura l'occasion d'en parler cet après-midi parce qu'on on verra un peu plus sur le concret les genres de situations, mais en tout cas, être attentif que la question des mariages peut être problématique pour certains jeunes et moins jeunes, et que, en tout cas, il est intéressant de connaître les outils qui existent et qui sont à notre disposition sur ces questions. Et de nouveau, je continue à insister, c'est une violence et il faut la traiter comme telle. Parce que ce que l'on entend souvent, et moi je suis souvent interpellée par les demandes d'intervention de professionnels, qu'ils soient assistants sociaux, médiateurs scolaires, etc., qui ne savent pas comment interagir. Alors, c'est pas parce qu'on a affaire à une personne qui n'a pas la même nationalité que nous, parce que je trouve ça quand même un peu suspect quelquefois, je veux dire, on intervient comme on intervient n'importe quelle personne qui vient, peu m'importe sa nationalité. Alors, évidemment, il y a des contextes dont il faut tenir compte, il y a des approches qu'il faut avoir si on veut travailler dans de bonnes conditions. Mais j'insisterai, c'est une violence qu'il faut encore mieux appréhender, mieux connaître, mais voilà, j'utiliserai la palette d'outils existants et je n'hésiterai pas, évidemment, à intervenir comme j'interviendrai dans tout autre cas. Parce que, ne l'oublions pas, la question, en tout cas pour ce qui est des mariages forcés, des mariages où il y a eu contrainte et violence, c'est avant tout une violation des droits fondamentaux de la personne. Et nous avons l'obligation, effectivement, d'agir au mieux. On verra cet après-midi comment il faut agir au mieux, avec les limites que l'on rencontre. Mais voilà, c'est un petit peu les points sur lesquels je voulais attirer l'attention ce matin.